Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo Pokémon. Et pour ceux qui commencent à avoir l'habitude, le mardi, c'est généralement les plus grosses productions. En tout cas, c'est les vidéos qui me demandent le plus de préparation en amont. Et j'adore essayer de traiter certains sujets un petit peu différents que on peut voir habituellement sur le YouTube Game. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des réseaux sociaux, que ce soit de l'impact positif, négatif, mais aussi mon avis par rapport à tout ça. Et donc j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, comme d'habitude, on n'oublie pas, on like, on commente, on s'abonne, ça fait super plaisir. Et on est parti pour la vidéo. Alors déjà, petit moment histoire, on va rappeler un petit peu les ancêtres des réseaux sociaux, parce que c'est vrai que ça arrivait plus ou moins dans le milieu des années 90 avec des outils comme IRC ou comme MSN Messenger, qui a tout simplement permis aux gens de discuter en direct, de se regrouper aussi selon les centres d'intérêt. Et en fait, c'était vraiment des messageries instantanées qui étaient plus ou moins les premières formes de communauté en ligne, ce qui est vraiment l'origine des réseaux sociaux. Alors en 1997, il y a le site sitedegree.com qui a été plus ou moins considéré comme le vrai réseau social. Et en fait, il permettait de créer un profil, d'ajouter des amis, de voir un peu les connexions entre les utilisateurs. Et au fur et à mesure, bien évidemment, il a disparu pour laisser place à tous les réseaux qu'on connaît, aussi bien Facebook qui avait émergé justement à ce moment-là en 2007 en France, même s'il a été créé en 2004. Et puis on a eu du MySpace, enfin bref, ça c'est vraiment pour les anciens. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a un impact en France, mais aussi dans le monde. C'est vraiment une nouvelle forme de communication, c'est des liens sociaux qui sont renforcés. Ça a permis aussi à beaucoup de personnes de pouvoir justement vaincre cette timidité, de retrouver aussi des anciens amis. Donc il n'y a pas non plus tout à jeter hein, sur les réseaux. Et surtout, ça a aujourd'hui une très grosse influence, que ce soit sur la politique, sur la culture, sur le journalisme, hein, l'accès à l'information et aussi au niveau du marketing, mais on en reparlera juste après. Alors, petit rappel des chiffres, YouTube, c'est 41 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en France, avec un temps moyen de 37 minutes et qui est un petit peu plus élevé au niveau des 15-24 ans, ça peut monter jusqu'à 1 heure par jour. Ensuite, on a du TikTok, hein, très populaire, avec seulement 22 utilisateurs actifs mensuels. Alors seulement, ça reste énorme, mais je m'attendais à un petit peu plus, même si moi, par exemple, et je pense que beaucoup de personnes de ma génération n'utilisent pas cette application, étant donné qu'on n'a pas une super image. Moi, c'est vrai que je me souviens, pour vous dire, quand j'étais plus jeune, j'allais à Châtelet quand j'avais peut-être 15-16 ans, et il y avait justement des personnes qui faisaient la propagande de TikTok, qui nous donnaient des trucs et tout. Et c'est vrai que moi, quand j'avais téléchargé l'application, la première chose que je voyais, c'était des gamines de 14 ans faire des danses, et j'avoue que tout de suite, ça ne m'a pas inspiré. En tout cas, c'est vrai que le temps moyen, en général, il est quand même de 33 heures par mois avec 1 heure par jour, mais on va pas se le cacher, c'est souvent les jeunes qui utilisent TikTok. Instagram, beaucoup plus populaire, même chez nous, 26 millions d'utilisateurs en France, 40 minutes en moyenne d'utilisation, très populaire chez les jeunes, et une petite tendance à avoir un peu plus de femmes. Voilà, donc ça c'était la petite information supplémentaire. Et bien sûr Twitter. Alors le problème de Twitter, c'est que maintenant c'est devenu X, hein, ça a été racheté, et c'est vrai que la personne qui dirige aujourd'hui l'entreprise fait beaucoup de débats avec beaucoup de polémiques sans forcément rentrer dedans, c'est pas le but de la vidéo, mais c'est vrai que par exemple, il y a eu un chiffre qu'ils ont perdu plus de 2,7 millions d'utilisateurs en France en 5 mois, passant de 17 millions à 15 millions en avril 2025. Et c'est vrai que Twitter, on n'y passe pas non plus des heures, en général, on est sur une moyenne de 7 minutes par jour. Alors la question que beaucoup se posent, c'est pourquoi est-ce que l'influence des créateurs de contenu est aussi puissant? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le marketing classique qu'on faisait avec des publicités à la télé ou autre est pas aussi efficace que justement celle d'un influenceur qui va vous faire les fameux placements de produits? Parce qu'il faut savoir que de base, dans les prévisions de 2024, on disait que le marketing d'influence atteindrait 32,5 milliards en 2025 et spoiler alert, il a atteint 36 milliards jusqu'à dépasser pardon, la communication classique. Alors c'est vrai que tout le monde est un peu en train de confirmer que c'est le levier qui est le plus rentable aujourd'hui pour pouvoir vendre un produit, mais aussi pour faire des propagandes politiques. On avait vu avec, par exemple, des grosses influences et des grosses polémiques qu'il y avait eu avec l'élection de Trump, avec Facebook, les partages de données, enfin bref, il y a eu beaucoup de choses par rapport à ça. Et c'est vrai que 92% des consommateurs font plus confiance aux influenceurs qu'aux pubs classiques. Mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce que les consommateurs aujourd'hui
préfèrent acheter des produits qui sont vendus par des Squeezie, par des Michou, par des Inoxtag, plutôt que les pubs télévisées qui avaient largement fait leur temps à l'époque. Eh bien, je vais vous présenter 4 facteurs psychologiques hyper importants, dont celui du biais de l'autorité. Il y a un peu ce truc de s'il le recommande, c'est que ça doit être bien. Parce qu'en fait, l'influenceur aujourd'hui, c'est un peu vu comme un expert, c'est un peu une figure d'autorité dans son domaine. On s'attache à cette personne-là, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le gaming, que ce soit dans le sport, mais aussi dans l'investissement. Et en fait, ce biais, il fait que les gens sont beaucoup plus enclins à suivre les recommandations d'une personne perçue comme compétente qu'une simple pub télévisée qui, en soi, est simplement scénarisée. Alors ensuite, il y a le biais d'identification ou de similarité. C'est vraiment il me ressemble, donc je lui fais confiance. C'est vrai qu'on crée un peu une relation qu'on appelle parasociale. On a l'impression de les connaître en réalité, ces influenceurs. Alors qu'en soi, on ne voit juste que ce qu'ils ont envie de nous montrer, mais on a un peu ce sentiment de proximité, et puis ça renforce tout de suite la persuasion, et puis on a envie de leur faire confiance, et donc on se dit, ah, si lui nous conseille ce produit, si lui l'utilise, bah en fait je peux aussi le faire parce que j'aurais pas de problème par rapport à ça. Et bien sûr, les gens prennent pas suffisamment le recul qu'il y a une question de finance, que les créateurs d'ailleurs n'utilisent même pas forcément les marques qu'ils promuent, mais tout ça, bien évidemment, ils vont pas vous le dire dans les scripts, etc. Ça serait pas du tout avantageux pour eux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le biais de l'halo. C'est vraiment ce truc de il est cool, donc ce qu'il montre, ça doit l'être aussi, tu vois. C'est un peu la bonne image de l'influenceur sur le produit, parce qu'on va pas uniquement juger le produit, mais plutôt la personne qui l'utilise. Tu vois, si demain Squeezie, il utilise n'importe quelle marque, on va se dire, putain, c'est Squeezie, putain, il est trop cool ce mec, c'est quand même l'influenceur le plus connu, si lui il l'utilise, encore une fois, ça doit être exceptionnel comme produit. Et donc tout de suite, on est beaucoup plus influencé par l'achat. Et il y a aussi l'effet de simple exposition, tout simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez des marques qui bombardent les placements de produits avec par exemple du Oli, une marque que je ne conseille pas du tout étant donné que c'est pas vraiment recommandé pour la santé, même s'ils essayent de se promouvoir une image saine. Mais c'est un peu le plus je le vois, plus je l'apprécie. Et c'est vrai que bah, tu le vois de plus en plus, des marques comme NordVPN, enfin on voit beaucoup de placements de produits sur YouTube, hein. Bah, plus vous allez la voir, plus tout de suite on se dit bah ça va s'imprimer inconsciemment dans notre esprit et on va finir par peut-être craquer une seule fois si on a besoin d'utiliser ce produit-là. Donc voilà, ça c'est vraiment des biais, il y en a plein d'autres bien évidemment. Le but c'est pas de rentrer dans les détails de tous les facteurs psychologiques qui font qu'aujourd'hui on achète ces marques et que d'ailleurs elles l'utilisent en priorité pour les vendre, mais je voulais quand même mettre la lumière dessus. Maintenant, on va parler un petit peu plus de Pokémon avec l'impact positif des réseaux sociaux, mais on va aussi voir l'impact négatif, ne vous inquiétez pas, et à la fin je vous donnerai un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça. En tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une explosion de la visibilité et que les réseaux sociaux ont vraiment permis de démocratiser Pokémon. Là où en 2015, 2014, 2015, parce que c'est vrai qu'il y a eu Pokémon Go qui a beaucoup aidé en 2016, mais on va dire que sur les 20 premières années de Pokémon, si tu collectionnais, mis à part si t'étais un enfant, tout de suite, t'étais un petit peu jugé. Si t'étais un adulte avec des produits scellés, avec des cartes, en train de ranger tes classeurs, on te voyait un peu comme un mec un bizarre. On va pas se le clairement, on va pas se mentir. Maintenant, c'est vrai qu'avec les réseaux, bah, depuis qu'il y a des Joyka, des Squeezie, alors ça a surtout été démocratisé par Michou en France et Logan aux États-Unis, mais tout de suite, bah, ça a l'air normal, ça a l'air beaucoup plus cool, et du coup, ça a vraiment tout changé. Alors, il faut savoir, d'ailleurs, pour vous montrer l'impact des réseaux sur la collection, qu'il y a environ, après c'est une approximation, encore une fois, il y a 6 collectionneurs sur 10 qui se sont lancés après 2019. Alors, ça ne veut pas dire que le nombre total de collectionneurs a augmenté de 60%, hein. Il s'agit juste plus ou moins de la proportion des nouveaux venus par rapport à avant. Et ce qui montre bel et bien que depuis qu'il y a tous ces réseaux, toute cette mise en avant, eh bien, ça a totalement changé le game de Pokémon. Ensuite, c'est surtout l'accès au bon plan, aux actualités, mais aussi à la démocratisation du japonais, par exemple, qui à l'époque, moi je me souviens quand j'étais dans la cour de récréation, si je voyais une carte japonaise, tout de suite on se disait mais c'est du faux. On savait pas en fait ce que c'était, on savait pas vraiment d'où ça venait, on s'intéressait pas à l'histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh ben, on peut avoir des alertes en temps réel sur les précommandes, sur les réassorts, sur les fuites de visuels, on peut en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer. On a des nouveaux coffrets assez constamment, des nouvelles séries,
aussi, on a beaucoup de communication via YouTube, Discord, TikTok et on a aussi beaucoup plus d'outils pour éviter de se faire arnaquer. Parce que si tu ne connaissais pas à l'époque, un petit peu à l'effigie de quand tu jouais à Pokémon or et argent et tu savais pas plus ou moins où tu devais aller, bah t'étais perdu. Bah en fait dans le TCG c'était un peu la même chose. T'avais pas le suivi des prix sur les plateformes comme Vinted, comme Card Market, t'avais pas l'analyse des tendances de marché, t'avais pas, alors ça c'est pas vraiment positif, mais t'avais pas tous les bots de surveillance, enfin je pense que vous avez compris plus ou moins aussi ce que j'essayais d'exprimer dans cette petite slide. Et surtout, il y a une diversification des formats. C'est vrai qu'à l'époque, Pokémon, on parlait pas d'investissement, étant donné qu'il n'y avait pas de spéculation d'ailleurs, mais on en parlera un petit peu après. Il n'y avait pas vraiment de podcast, en tout cas très très peu. Il y avait de l'ouverture de boosters, mais c'était vraiment très niché. Et puis, il n'y avait pas toutes les live ventes, il n'y avait pas un peu tout le storytelling qu'on voit aujourd'hui, des vidéos éducatives comme celles que j'essaye de produire de mon côté, des shorts viraux, des comparatifs, enfin bref, on avait beaucoup moins de choses et surtout ça a permis de créer une nouvelle économie. Déjà, il y a des créateurs de contenu qui aujourd'hui vivent de Pokémon, ça a donc créé de l'emploi et au-delà de ça, il y a des sociétés de gradation qui ont pu émerger grâce à tout ça. Il y a aussi des fabricants, que ce soit de protection acrylique, que ce soit des cartes saver, des sleeves, mais aussi des boutiques spécialisées. On le voit, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent se permettre de se lancer dans le business parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie importance de pouvoir le faire et une vraie demande surtout. Et puis même au niveau de Pokémon Company, ça a grandement augmenté leur effectif, même pour les personnels d'usine, les logistiques, les sociétés de livraison. Bref, en vrai, il y a quand même des points positifs dans les réseaux sociaux, mais il y a quand même beaucoup de points négatifs et c'est ce qu'on va aborder dans cette deuxième partie, bien évidemment, avec déjà cette spéculation excessive. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des contenus qui font ce qu'on appelle de la valorisation artificielle, c'est qu'il y a certaines cartes ou séries qui explosent parce qu'il y a une personne qui a dit que cette carte était jolie et on se fait grandement influencer. Alors on l'a vu, il y a beaucoup de biais psychologiques par rapport à tout ça, mais c'est vrai que beaucoup de hype aujourd'hui sont juste alimentés par des youtubeurs ou des tiktokers avec des pics totalement injustifiés et en soi c'est vraiment des mécanismes qui sont aujourd'hui très très proches de la bulle spéculative. Et puis c'est vrai qu'on a un marché qui est un peu sous pression. Il y a l'arrivée de beaucoup de personnes qui sont des investisseurs. En soi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans Pokémon, qui ne connaissent pas grand-chose, qui ont juste vu qu'aujourd'hui tu achètes un produit CD, bah effectivement tu perds pas d'argent, et donc qui ont envie de créer, de faire leur pain. Alors moi je suis pas là pour juger, hein, je suis juste là pour exposer des faits. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'attachement au jeu, à la collection, et puis il y a un peu un risque de déconnexion entre la valeur perçue et la valeur réelle, au détriment des vrais passionnés, et je peux les comprendre. C'est vrai que avant la démocratisation de Pokémon sur les réseaux sociaux, tu pouvais trouver n'importe quelle carte, même des stars ou ce que vous voulez, à des prix plus que corrects, hein. C'est vrai que même des Rayquaza Star dans les années 2010, ouais, tu pouvais l'avoir pour une centaine d'euros. Aujourd'hui, un Rayquaza Star en PS à 10, bah déjà en France, il me semble qu'il n'y en a qu'un seul et c'est Rayquaza Master et on serait plus ou moins sur une valorisation à plus de 100 000 euros. Donc c'est sûr que eh ben, ça a permis de créer justement de l'argent, de la richesse, de l'emploi, etc. Mais ça a aussi fait perdre un petit peu l'aspect passion, l'aspect on aime l'art, on aime la licence, on est juste là aujourd'hui pour essayer de créer malgré tout bah, une collection valorisée qui nous permettra de gagner de l'argent. Alors, il faut bien comprendre aussi que il y a des cartes qui sont surévaluées à cause des trains, qu'il y a le FOMO qui est en... Enfin, on n'a jamais vu autant de FOMO, hein, donc c'est alimenté par des ouvertures sensationnelles. Et puis, il y a un peu des présentations comme des investissements miracles. Moi, je voulais remettre un point là-dessus, parce que je sais que je fais beaucoup de vidéos d'investissement en soi, et je m'en cache pas, mais on ne sait pas. C'est de la spéculation, encore une fois. On ne peut pas vous assurer que vous allez gagner de l'argent en achetant telle série. S'il y a une personne qui vous dit c'est sûr que tu vas gagner de l'argent en achetant cette série, c'est faux. Parce qu'on ne sait pas l'avenir du marché, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Enfin bref, en tout cas, je voulais vraiment juste reclarifier, mais c'est pas le sujet. Et puis après, il y a un peu l'occultation des valeurs artistiques, ludiques, symboliques. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, vous prenez une carte de Lugia qui a été réalisée par un Kawaii. Quand j'ai acheté la carte, je m'étais pas imaginé gagner de l'argent. Je m'étais juste imaginé posséder un objet qui est juste somptueux. Et aujourd'hui, on perd doucement un peu cet aspect-là. Et puis, il y a aussi une distorsion de la perception pour les nouveaux collectionneurs. C'est vrai que, en fait, on n'est personne pour juger pourquoi est-ce que tu t'intéresses au hobby et on a besoin de ces gens-là. On a besoin des scalpers, on a besoin des investisseurs, on a besoin des collectionneurs
que ça en déplaise à certains, sans toutes ces personnes-là, sans tous les influenceurs, le hobby ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, il serait pas aussi puissant, on n'aurait pas autant de créateurs de contenu, on n'aurait pas cette satisfaction d'avoir des nouveaux sets, d'en apprendre, mais ça peut avoir aussi bien des points positifs que négatifs. Donc après, ça c'est plus à chacun d'en juger. Maintenant, ça pour moi c'est le plus gros problème des réseaux sociaux, c'est la normalisation de la surconsommation. C'est vrai qu'on a un peu aujourd'hui cette culture de tout avoir. On valorise beaucoup plus la quantité plutôt que la passion. On se retrouve tout simplement à voir des personnes qui ouvrent des centaines de displays et qui pour moi ne mettent pas assez de disclaimers, tu vois. Si tu as envie d'ouvrir beaucoup parce que c'est ton métier, tu devrais l'annoncer beaucoup plus régulièrement dans les vidéos parce que sinon les jeunes, pour moi, ils se frustrent juste plus qu'autre chose. Tu te retrouves face à une personne qui ouvre des centaines de boosters quand toi tu galères à en acheter déjà une display parce que c'est extrêmement coûteux et tout de suite ça peut avoir un impact sur une grosse frustration, il peut avoir une perte de plaisir, il peut y avoir un risque de découragement, enfin bref, en tout cas il faut vraiment faire très attention que la passion ne se dénature pas des mécanismes un petit peu de surconsommation et aussi ça va être relié par rapport à la dopamine, à l'addiction, à la désensibilisation. C'est vrai que aujourd'hui on fait beaucoup d'achats impulsifs pour avoir aussi un peu cet effet casino. Tu as envie de filmer tes ouvertures pour avoir un peu cette montée de dopamine qui est très similaire au jeu d'argent. Tu recherches de la rareté, un comportement qui peut être considéré comme très compulsif. Et puis c'est un peu une boucle alimentée par les likes et les vues. Aujourd'hui, tu vois beaucoup de créateurs qui sortent beaucoup de vidéos sur on ouvre en masse, on ouvre en masse, on ouvre en masse. Et ils ne sont jamais rentables, étant donné que YouTube, ça paye pas beaucoup, TikTok, ça paye encore moins. Bref, mais c'est vraiment juste, on est tombé accro, on a envie d'avoir un peu cet effet-là, et je trouve que c'est très très compliqué parce que ça crée une désensibilisation de la valeur réelle. Il y a vraiment une déconnexion entre le prix et l'utilité réelle des objets. Il faut se le dire. Aujourd'hui, moi, quand je vois des cartes récentes partir à 400, 500, 600 euros, moi, je trouve ça totalement démesuré. Alors, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle un marché. Il y a une offre, une demande. S'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre ce prix-là, bien évidemment que ça fait partie du jeu. Mais parfois, je pense que certains ne sont pas raisonnés et étant donné qu'ils ont vu la vidéo de telle personne qui a dit que cette carte elle va être extraordinaire et elle va coûter des millions d'euros, les gens se disent bon en fait je peux mettre 500 euros dans cette carte. Mais bon, le problème c'est que déjà ils se font avoir parce que cette carte elle coûtera jamais des millions d'euros et puis surtout en fait, le plaisir, il est vraiment remplacé par la quantité, par la surinformation, la surconsommation, et je trouve ça extrêmement triste. Et pour finir, le dernier point, c'est un peu qu'aujourd'hui, comme c'est un milieu spéculatif, comme ça génère beaucoup d'argent, il y a de plus en plus de fake, d'arnaques, de scalping. Et ça devient un terrain de jeu pour toutes ces personnes-là, parce que même sur les influenceurs, il y a beaucoup de faux concours. Arrêtez de croire que tout le monde envoie tout ce qu'ils vous disent. Combien de vidéos j'ai vu avec des mecs qui devaient donner peut-être 50 cartes et qui au final ont donné peut-être un item, un truc. Bref, en vrai, c'est un peu dégueulasse, mais bon, ça, j'ai pas trop envie de revenir dessus parce que je dédierai de toute façon une vidéo par rapport à ça et surtout par rapport aux arnaques, au scalping, je vais essayer de vous faire un guide complet pour éviter que vous fassiez avoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché, il y a de plus en plus de fausses cartes, il y a vraiment des grosses scams et il y a aussi beaucoup d'usurpation des photos de cartes et aussi des fausses boutiques éphémères. Parfois sur les annonces, c'est pour ça que moi je vous conseillerais toujours de demander des photos supplémentaires, même si ça peut vous faire louper une bonne affaire parce que quelqu'un d'autre va acheter directement le produit, demandez des photos avant d'acheter un produit. C'est hyper important, ça montre que la personne a l'item. Juste ça, ça vous donne une sécurité supplémentaire. Et puis les fausses boutiques éphémères, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, aujourd'hui c'est très facile de promouvoir un produit ou une marque. Tu crées un compte sur Insta, t'achètes des faux followers sur Boost, Giveaway, bref, ce que tu veux. Tu montes à 10 000. Parfois les gens n'ont pas forcément l'automatisme d'aller regarder sur les abonnés ou alors sur les publications, combien il y a de likes et tout. Ils voient juste, ah ok, il y a 10 000 abonnés. Ils proposent des précommandes à 90 euros. J'ai envie d'avoir mon item. Il y a 100 personnes qui achètent des précommandes. La boutique, elle fait 9, 10, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Elle a absolument pas les produits. Elle ferme. Et étant donné que les lois sont très mal faites en France, s'ils considèrent que c'est une faillite, etc., il peut ne pas avoir de problème judiciaire. Et donc tout ça, c'est très problématique et il faut vraiment faire attention. Donc vraiment, moi, c'est un petit conseil que je vous donne. Quitte à payer parfois un petit peu plus cher vos produits, si vous voulez faire des précommandes ou autres, achetez-les avec des boutiques populaires.
Ne partez pas sur des boutiques qui a l'air bancales, où vous avez vu une pub à la con. Non, vraiment faites attention, c'est votre argent. 90, 100 euros, c'est beaucoup d'argent aujourd'hui, hein, c'est quasiment un dixième du SMIC. Donc vraiment, je vous conseille juste de faire très attention. Dans tous les cas, je vous préparerai une vidéo anti-arnaque, ne vous inquiétez pas. Et pour finir, moi, je voulais vous donner mon avis sur les réseaux. Moi, c'est vrai que j'ai fait partie de cette plus ou moins dernière génération où j'ai connu MSN. Je me souviens que j'avais ma petite copine quand j'avais 6-7 ans, parce que Facebook s'est démocratisé en 2007. En soi, moi, j'ai dû l'avoir à 10 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'étais vraiment sur MSN. Mais j'ai fait partie un peu de cette génération où j'ai pas connu, parce qu'il y a plein de sujets que je traite pas dans cette vidéo par rapport aux réseaux sociaux, mais que ce soit le harcèlement, que ce soit aussi les prises de parole d'anonymes, parce que pour moi, c'est un problème et en même temps, ça ne l'est pas parce que c'est le but de tout ça. Mais aujourd'hui, bah, c'est dégueulasse. Franchement, tu regardes sur les réseaux, tu regardes des publications, il y a des gens qui se permettent de faire des commentaires, mais ça n'arriverait jamais à aller enfin dans en face à face, tu vois? C'est vraiment genre, pour moi, il y a plein de dérives et c'est vrai que j'ai vu pas mal de choses sur, est-ce qu'il faut, faire en sorte que ce soit plus anonyme? Mais en même temps, est-ce que c'est pas bien de le garder? Enfin, tu sais pas. Mais en tout cas, moi, je fais vraiment partie de cette dernière génération où j'ai eu la chance, de pouvoir vivre sans les réseaux. J'ai commencé à avoir Facebook, ça avait 12-13 ans, mais à l'époque, Facebook, c'était éclaté, tu vois? C'était plus les darons qui l'utilisaient pour retrouver le collègue qu'ils avaient eu au lycée parce que c'était le truc un peu fun à faire le soir. Et tu mettais un post Facebook en disant demain, j'espère que je vais rencontrer la femme de ma vie. Enfin, c'était que des trucs hyper cheap. Genre, je me souviens, même moi, je le faisais, tu vois. Mais bref, c'était encore assez sain. Il n'y avait pas trop de problèmes. Et aujourd'hui, les réseaux, c'est n'importe quoi. Alors, il y a beaucoup de points positifs sur les réseaux. Encore une fois, tu peux avoir accès à l'information. Tu peux, enfin, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux aussi en vivre. Tu peux, enfin, voilà, je vais pas non plus trop rentrer dedans, mais il y a beaucoup de points positifs, mais pour moi, il y a beaucoup plus de points négatifs et je pense que c'est peut-être la pire invention de l'humanité parce que sur le concept, et c'est toujours la même chose, hein, à chaque fois qu'on a envie de révolutionner le monde, on crée des choses qui sont hyper bonnes de base. Vous prenez même les bombes nucléaires, de base, c'était vraiment une énergie beaucoup plus pure qui nous permettait d'alimenter et au final, on en a fait des bombes. Vous prenez d'ailleurs un film Oppenheimer qui raconte super bien l'histoire. Moi, j'adore. Voilà, en même temps, je vous donne des petits trèfles, mais bon, je pense que beaucoup l'ont vu, étant donné qu'il y avait un acteur très très célèbre à l'intérieur. Mais les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. De base, ça a été vraiment créé pour pouvoir échanger, pour créer des communautés. Ça avait apparu avec les blogs en soi. J'en ai pas trop parlé au début de la vidéo parce que je voulais être assez rapide. Mais aujourd'hui, c'est devenu une jungle. En vrai, c'est devenu une jungle. Et encore, il y a des réseaux sociaux plus sains que d'autres. Mais en soi, c'est toujours la même chose. C'est des gens qui se permettent de dire n'importe quoi parce qu'ils savent très bien qu'ils sont anonymes, que personne ne les retrouvera. Et donc, tu te retrouves face à des trucs. Franchement, moi, parfois, je regarde des commentaires, même dans certaines vidéos YouTube. Et encore, YouTube, j'ai l'impression que c'est un réseau qui arrive à s'en sortir, tu vois? Qui est quand même plus ou moins assez simple, assez sain, à prendre avec des pincettes, en tout cas quand tu es un petit créateur. Après quand tu es un gros créateur, de toute façon, tu crées toujours, bah, des problèmes, de l'animosité et cetera. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est un sujet auquel je pourrais parler pendant des heures, mais je veux pas faire des vidéos trop, trop longues. En tout cas, j'espère que vous allez avoir appris des choses et surtout, que vous allez faire attention, parce que c'est aussi le message que j'ai envie de faire passer dans cette vidéo. Merci à tous, on se retrouve jeudi normalement, demain, petit jour off pour les vidéos et petite précision, j'ai mis en place les abonnements, voilà, sur, YouTube. Alors, je vais pas offrir d'avantages particuliers, étant donné que j'ai pas envie de rendre certains contenus, uniquement pour les membres, pour les gens qui payent, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc s'il y a juste des gens qui veulent prendre un petit abonnement, ça va être 2,99 ou 4,99, c'est un petit soutien supplémentaire. Ça me permet plus ou moins de générer un peu d'argent pour peut-être acheter du matériel en plus, augmenter le contenu, aussi continuer à acheter des cartes, et cetera. Voilà, ce serait hyper cool. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, armaofficiel75. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez kiffer. Merci à tous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.